Ce qu'on va explorer ensemble, c'est une histoire. Une histoire qui, bien que fictive, s'inspire de tensions bien réelles et qui nous force à regarder au-delà des gros titres, au-delà des stratégies pour vraiment comprendre le véritable coût humain d'un conflit. Alors, on se transporte au cœur de la nuit. Trois nations, l'Iran, Israël et les États-Unis, sont sur le bord du gouffre et la guerre vient tout juste de commencer. Imaginez la scène. Il est 3h17 du matin. Et là, dans trois pays différents, des milliers de personnes sont réveillées en sursaut par le même son, ce son strident des sirènes qui déchirent le silence. À Tel Aviv, une mère secoue son fils qui dort profondément. Ses mots sont courts, c'est la panique qui parle. Cours, l'abri, maintenant. Au même moment, à des milliers de kilomètres de là, à Téhéran, un vieil homme regarde par sa fenêtre. Il voit le ciel s'embraser, le noir de la nuit qui est remplacé par un rouge menaçant. Et encore plus loin, à Washington, dans une salle sans fenêtre, le drame est différent. Il est aseptisé. Des généraux fixent une carte remplie de points rouges qui clignotent. C'est comme si le monde était en feu, mais pour eux, c'est juste un écran. Bon, évidemment, cette nuit-là, elle a un prix. Un prix qui se mesure en dommages matériels, c'est certain, mais surtout en peur. Regardons ça de plus près. Le coût pour chaque camp. Pour l'Iran, le coût est terrible. Des infrastructures vitales, des sites stratégiques, tout est réduit en cendres. Les premières estimations, honnêtement, donnent le vertige. On parle de jusqu'à 10 000 morts, plus de 50 000 blessés, et près de 2 millions de personnes qui ont tout perdu, jetées sur les routes. Mais derrière ces chiffres froids, il y a des histoires humaines, bien sûr, comme celle de Reza, 14 ans. Son témoignage dit tout. La guerre, pour lui, c'est pas une statistique, c'est l'absence de son père, symbolisée par un simple téléphone brisé. Maintenant, si on regarde de l'autre côté, en Israël, les chiffres sont pas les mêmes, c'est vrai. Mais la douleur, elle est universelle. On parle de centaines de morts, de milliers de blessés et de plus de 300 000 déplacés qui fuient les zones de combat. Et pour des gens comme Yael et sa fille, chaque sang devient une menace. Est-ce que c'est un avion, une explosion ou juste notre propre peur? C'est ça, le coût invisible, celui qu'on ne peut pas chiffrer dans un bilan officiel. Et les États-Unis dans tout ça? Pour eux, le coût n'est pas mesuré en villes bombardées. Il est financier. Et il est astronomique. 1 milliard de dollars par jour. C'est ce que ça coûte aux contribuables américains pour maintenir les opérations militaires. Et cet argent, il ne sort pas de nulle part. Comme le dit si bien ce chauffeur de taxi à Chicago, la guerre a des impacts bien réels, même à des milliers de kilomètres. Ça se ressent directement ici, à la pompe à essence. OK, on a regardé les coûts pour chaque nation, mais et si on se posait la question autrement? Et si au final le vrai perdant n'était aucun d'entre eux? Essayons d'identifier qui est la véritable victime dans ce conflit au-delà des drapeaux. Alors, la question se pose, qui est le véritable perdant dans cette guerre? La réponse, c'est pas un pays, c'est pas un drapeau, c'est un chiffre, plus de 2,5 millions. Ce sont eux, les civils, les gens ordinaires pris au piège dont les vies sont complètement brisées. Ce sont eux, les véritables perdants. Et pour mettre un visage sur cette tragédie, notre histoire va suivre trois enfants. Reza en Iran, Noam en Israël et Adam aux États-Unis. Trois jeunes qui se connaîtront jamais, mais qui partagent la même peur sous le même ciel menaçant. La question qui tue, c'est comment ça se fait qu'avec toute cette souffrance, les combats ne s'arrêtent pas. Penchons-nous sur la logique politique, la logique stratégique qui alimente ce cycle de violence qui semble sans fin. C'est là qu'on touche vraiment au nœud du problème. Chaque camp est en quelque sorte prisonnier de sa propre logique. Pour Israël, arrêter c'est perçu comme un risque existentiel. C'est laisser l'ennemi se renforcer. Pour l'Iran, arrêter c'est une humiliation inacceptable. C'est perdre la face. Et pour les États-Unis, la paix n'est possible qu'après l'élimination totale de la menace. Bref, personne ne veut ou ne peut reculer. Et bien sûr, cette impasse politique, ça nourrit un engrenage, une escalade à la logique implacable. Une base est détruite, ce qui déclenche une riposte au missile. Ce missile frappe une ville, touche des civils. Et cette attaque, elle exige une vengeance. Le cycle recommence encore et encore. On arrive maintenant au verdict de cette histoire, un verdict qui nous force à nous demander ça veut dire quoi au juste le mot victoire dans une guerre comme celle-là. En Iran, la quête de Reza, elle se termine. Il trouve enfin le nom de son père, pas dans un lit d'hôpital, mais sur une liste de décès. C'est final, c'est irréversible. En Israël, Noam sort enfin de l'abri. Mais le monde qu'il connaissait, il a disparu. Le parc où il jouait, ce n'est plus qu'un cratère. C'est la perte de son enfance, de la normalité.
Et même aux États-Unis, si loin de tout ça, pour Adam, la guerre est bien présente. Son père est toujours là-bas. Chaque bulletin de nouvelles est une source d'angoisse, une attente qui n'en finit plus. Pendant ce temps, sur les écrans de télé, les dirigeants, eux, continuent de parler de victoire. Un mot qui sonne tellement creux, tellement absurde quand on pense aux tragédies personnelles de Reza, de Noam et d'Ada. C'est ça, la vraie question finalement. On peut reconstruire une maison, oui. On peut réparer une route. Mais la peur, on ne reconstruit pas une enfance volée. Ce sont les cicatrices